Alors, pour poursuivre nos rencontres, cette fois, on parle avec Hugo Dominguez, qui est directeur sécurité infrastructure à l'Université McGill. Bonjour, Hugo. Bonjour. Hugo, si on se rencontre aujourd'hui, c'est pour parler de CANSOC. Il y a bien du monde qui nous regarde et qui savent ce que c'est, mais au cas où qu'il y a quelqu'un qui ne le saurait pas, CANSOC, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Ouais. L'acronyme CANSOC, c'est Canadian Shared Security Operations Center. Donc, en gros, c'est un regroupement de 6 universités qui ont décidé de commencer un projet à un moment donné, il y a environ un an et demi, pour voir est-ce que ce serait financièrement viable de partir un centre opérationnel partagé de sécurité. Euh, donc, c'est un peu l'équivalent de dire, ben, on va faire un dossier d'affaires, un dossier d'opportunité, mais en l'expérimentant. Donc, on a mis chacun des ressources à l'intérieur de ça pour expérimenter puis dire, est-ce qu'on va pouvoir arriver à quelque chose de concret? Fait en gros, présentement, on pourra en reparler, mais on arrive à un stade où on arrive à nos conclusions, où on lance aussi certains services en production et où d'autres sont toujours en développement. Mais concrètement, ça couvre quoi un centre d'opération de cybersécurité, là, comme ça? Ouais. En fait, généralement, on distingue dans les centres opérationnels de sécurité trois grands volets à l'intérieur de ça qui ont chacun des sous-volets aussi, là. Mais il y a un premier volet qui sont les équipes de gestion de la plateforme. Fait que toutes les autres équipes qui offrent des services de sécurité, ben eux vont se baser sur des plateformes. Fait que ça nous prend une équipe pour gérer les plateformes. Ensuite, la deuxième équipe qui livre vraiment des outils de sécurité, en fait, des services de sécurité, ça va être des équipes qu'on va appeler de monitoring ou d'analyse d'événements de sécurité. Fait qu'eux, ils ont un outil pour pouvoir collecter les événements de différents systèmes, puis eux vont faire de l'analyse. Fait que c'est de la spécialisation dans l'analyse de traces, dans le fond, pour essayer d'identifier des signes de compromission. Puis la troisième équipe, c'est ce qu'on va appeler les équipes de recherche de menaces, de threat intelligence. Fait que dans le fond, eux sont responsables d'identifier, soit en tentant de pirater des choses, donc des équipes de Red Team là, qu'on va appeler, des White Hat Hackers. Là. Eux vont essayer de voir quelles traces ça laisse dans les systèmes en fonction de l'utilisation des outils. Ils vont faire des recherches sur Internet, dans le dark web ou dans du deep web pour identifier des signes de compromission qu'on peut repartager avec d'autres membres ou que les équipes d'analyse vont utiliser pour trouver des traces comme quoi un organisme dans le fond, est en problème. Fait que je te dirais, c'est les trois grands secteurs d'affaires de ce qu'un système d'opération, un système opérationnel, centre opérationnel de sécurité va avoir. On va appeler ça pour le reste de la discussion. Ouais, c'est bon, parfait. Mais il y a des gens là, qui nous regardent et qui se disent, ouais, mais nous autres, on a déjà des systèmes en place. Pourquoi on devrait avoir un SOC? Ouais. En fait, il y a ceux qui ont des SOC déjà là, ou des systèmes qui vont, je dirais, qui overlappent, qui vont chevaucher les services qu'on va offrir. Ça dépend des organisations. Il y en a qui n'en ont pas, puis tout ce qu'on va offrir est meilleur que ce que de ne rien avoir. Puis ceux qui en ont aussi, en fait, ce qu'on retrouve, c'est qu'on a de la valeur ajoutée à géométrie variable, dans le fond. Moi, si je regarde comme organisation, McGill comme université, je vais peut-être rechercher moins de bénéfices de ces services-là parce que on était déjà relativement mature. Par contre, quelqu'un qui l'est moins dans un secteur va aller chercher un petit peu plus de retour sur investissement. Là où ce qu'on découvre, là, peu importe la maturité de l'organisation qu'on a, où on va rechercher vraiment un bénéfice dans les services, c'est que le fait qu'on partage de l'information entre les organisations de façon structurée et qu'une seule organisation, ou qu'un organisme, le SOC dans ce contexte-là, fait la validation de l'information. Plutôt qu'on soit 8 personnes, 8 organisations à valider chacun la même source d'information, ben on peut payer une personne qui la valide, puis il retourne dans le fond, de l'information validée à l'ensemble des membres. Après ça, dépendamment de notre maturité, on l'utilise de façon proactive, réactive ou on ne l'utilise pas. Mais de façon générale, au moins, on a
une certaine synergie. Fait que je dirais que la réponse est complexe en fonction de chaque organisation puis de où est-ce qu'elle est, mais la valeur par-dessus tout, peu importe, c'est le fait qu'il y a un partage d'informations à l'intérieur de la communauté du SOC partagé. Ben, c'est ce que j'allais dire. Quand on parle de SOCAN, qui est l'initiative dont on parle aujourd'hui, je pense que l'intérêt là-dedans, c'est aussi d'avoir toute cette connaissance partagée. Parce que dans ton exemple que tu mentionnais, je veux dire, on cherche tous de notre côté, sauf qu'il y en a peut-être un qui n'a pas vu la chose se passer, puis lui, ben, il est dans le néant. Tandis que si on fait partie d'un groupe, ben là, à un moment donné, il va être alerté par la bande parce que la personne qui est en charge de faire les recherches, lui, est abreuvé par tous les membres, puis est capable d'informer tous les membres. C'est ça. Mais si j'avais à donner un exemple, tu sais, des fois, on dit un exemple concret, ça vaut 1000 mots. Tu sais, on n'en a pas 10 000, mais je peux en donner un qui a été très concret. À un moment donné, à l'intérieur du projet pilote, une des universités qui est membre, par son système, a détecté qu'elle avait une attaque de déni de service. Donc, du monde essayait de pirater, en fait, de faire tomber son infrastructure. Mm-hmm. Il y avait les mécanismes automatiques pour générer, dans le fond, une alerte. Puis, une fois que c'est arrivé, ça a été envoyé dans le système de gestion des menaces là, que nous, on a. On a généré des listes à bloquer. On génère automatiquement des listes à bloquer parce qu'on crée, dans le fond, tout un workflow automatisé qui valide l'exactitude. Puis nous, on ingérait ces informations-là à l'intérieur de nos firewalls. Fait qu'avant même qu'ils essayent d'attaquer l'université McGill, le fait que quelqu'un l'avait détecté dans une université dans une autre province, on était déjà protégé pratiquement à l'intérieur de 2 minutes. C'est même donc, de la prévention qui est faite dans ce contexte-là. Oui, en fait, ce que nous, on veut aller pousser dans certains cas, on est conscient que plusieurs organismes qui ont moins de moyens ne seront pas capables, n'auront pas des outils pour faire de l'analyse, n'auront pas l'expertise pour analyser, mais tu peux t'abonner à une liste où on dit ça, nous, là, on l'a validé. If it's good enough, si c'est assez bon pour nous autres, là, tu peux décider que c'est pas assez bon pour toi. Tu peux décider parce que nous, on met par exemple, des indices de confiance. Fait en disant, ça, on est sûr à 90% que c'est malicieux. Ça, on est sûr à 70%, 40%. Puis tu peux déterminer toi-même ton niveau de tolérance. Puis dire, moi, je m'abonne à toutes les listes, je bloque toutes, puis je mettrai quelque chose, gérer l'incident devenant que j'ai un problème. Tu sais, je rajouterai un whitelist si j'ai besoin. Ou tu peux dire, moi, je suis super prudent, je ne veux pas bloquer trop de choses par erreur. Fait que je m'abonne juste à 90% pour bloquer dans mes firewalls. Fait que notre objectif... Donc, chaque membre est autonome par rapport à l'information qu'il reçoit. Oui, jusqu'à une certaine limite. Oui, c'est ça. Jusqu'à une certaine limite, parce que après ça, ça t'appartient de configurer dans tes équipements comment tu vas ingérer notre information. Mais encore une fois, dans le collectif, nous, ce qu'on recherche, c'est des membres. On a commencé à étendre aux plus grands qu'aux membres initiaux, dont certains ont déjà développé les recettes pour ingérer de l'information dans un firewall Cisco, pour ingérer de l'information dans un firewall d'un autre manufacturier. Fait que donc, dans un contexte comme ça, notre objectif aussi, c'est de créer cette espèce de partage d'informations-là pour que chaque organisation n'ait pas à réinventer la roue à chaque fois qu'elle veut ingérer de l'information dans ses systèmes de protection. Bien, je reviens parce que tu viens encore de l'aborder, en tout cas de le mentionner. Par rapport à des gens qui auraient déjà en place des solutions, ce qu'il y a avec SOCAN, dans le fond, c'est quoi? Ça rajoute une couche ou c'est un complément? Oui, moi, je dirais que c'est un complément. Par exemple, les services que je viens de décrire, Cisco les offre ou Palo Alto les offre ou Juniper les offre, ils ont leur propre blacklist. Mais ils n'en ont pas une propre au secteur de l'éducation. Fait que nous, on crée des partenariats avec différents organismes gouvernementaux aussi qui agissent dans la cyberprotection à l'échelle nationale. Fait que nous, on a des partenariats avec eux parce qu'on représente un plus grand membre. On s'abonne à des feeds de menaces commerciales que d'autres personnes pourraient ne pas avoir accès. On a des partenariats avec d'autres SOC partagés dans le monde, ce qui fait qu'on ramasse principalement dans le secteur de l'éducation.
Ce qui fait qu'on ramasse aussi quelque chose de contextualisé. Tu sais, souvent, on va parler que le monde change, puis présentement, si je parle des universités, par exemple, on a énormément de vols, de tentatives de vol de propriété intellectuelle. Mais ces attaquants-là sont aussi des fois les mêmes qui vont juste mettre du chiffrement pour ramasser une rançon à la fin aussi. Donc, dépendamment de ça, quand quelque chose est à l'intérieur d'un secteur, comme dans l'éducation, bien, ils découvrent des faiblesses qui sont souvent communes à plusieurs des membres, ce qui fait que si on peut le personnaliser puis le contextualiser, des fois, on est les premiers à découvrir une menace. On s'en rend compte parce que ça a été ciblé pour un. Dans d'autres cas, nos fournisseurs commerciaux nous l'ont déjà alimenté. Mais ça rajoute de l'intelligence à l'ensemble de l'organisation. Puis la chose qui ne sera jamais faite, c'est de la validation de chacun. C'est quand nous, on arrive et on rajoute une couche de dire, on l'a regardé dans un contexte éducationnel, on pense que ça, c'est à haut degré de confiance. Bien, ça, il n'y a personne d'autre qui le fait, sauf si vous le faites chacun dans vos organisations. Hugo, je suis un peu curieux, puis je ne veux pas te mettre sur le hotspot, mais au départ, sachant que tu es à McGill au niveau de la sécurité puis les infrastructures, j'imagine que toi, tu étais bien équipé. Vous avez, s'il y a un haut lieu du savoir-faire en matière de cybersécurité dans le domaine de l'éducation, c'est bien McGill. Les premiers contacts que tu as eus avec l'idée d'un SOC CAN, j'imagine que tu devais être critique par rapport à ça parce que quand même, vous autres, vous êtes bien équipés. Oui, tout à fait. Moi, j'y croyais pas. Ah ouais, c'est zéro. J'y croyais pas, j'y croyais pas du tout. Puis à un moment donné, parce que quand le projet, parce que c'est une discussion qui évolue. Hein? Puis initialement, on parlait beaucoup de détection puis de réponse. Fait que donc, d'un SIM puis tout ça. Puis avec la notion que probablement ça pourrait remplacer mes outils internes. Puis ça, moi, je n'y croyais pas. Puis quand on a eu d'autres discussions pour mieux modéliser qu'est-ce qu'on voulait faire dans le SOC canadien, bien, c'est là qu'on a rentré aussi le Threat Intelligence. C'est là aussi où on a commencé à positionner en disant non, ce qu'on veut, c'est oui, c'est de la détection. Fait que ceux qui n'ont pas de détection, on veut en faire un minimum, mais on va se concentrer sur la détection inter-organisation. Donc, d'essayer d'avoir des vues puis de repousser de l'information basée sur des choses qu'on détecte dans une organisation pour essayer d'aviser les autres. Puis là, dans ce contexte-là, j'ai commencé à y croire plus. Moi, dans mes objectifs, quand je regarde les objectifs de l'Université McGill, puis les objectifs que moi, je donne à mon staff aussi, on a aussi un objectif institutionnel de redonner à la communauté. Puis ça fait partie, dans notre mission, ça fait partie de ça. Puis pour moi, c'est l'exemple parfait où dans nos expertises, on a une grosse opportunité, une grande opportunité à redonner à la communauté basée parce qu'on est chanceux d'avoir les opportunités qu'on a, les outils qu'on a, l'expertise qu'on a dans notre organisation. On fait des fois un peu sa chance, mais je veux dire, je pense qu'il faut quand même être reconnaissant de ce qu'on a. Et le coût de le repartager est pratiquement nul pour nous. Puis à partir de ce moment-là, c'est là où moi, je crois beaucoup plus à ce projet-là. Oui, puis par la bande aussi, si tu veux pas, puis là, je peux te flatter avec ton équipe, mais c'est une reconnaissance du savoir-faire parce que ça fait des années que vous êtes leader dans ce domaine-là. Et là, d'avoir la chance de partager ça. Mais McGill est fort là-dedans. À travers le Canada, ça serait qui, on va dire, le deuxième meilleur? Ben, je pense pas qu'on est plusieurs égales. Que je vais pas, non, mais vous n'êtes pas pire. Mais ailleurs, qui fait bien? Ben, je ne veux pas nommer des universités en particulier, mais tu sais, c'est certain je vais t'enlever le poids sur les épaules. Si on regarde à l'extérieur du Québec, qui est bon au niveau de la recherche là-dedans? Ben, je dirais, il y a des opportunités, puis il y a des... Souvent, les organisations qui ont plus de moyens ont déjà plus d'opportunités de pouvoir redonner. Fait que quand je regarde les universités qui ont plus de moyens, c'est clair que l'Université de Toronto, l'Université de UBC sont des universités qui ont probablement un petit peu plus de moyens de la nature de leur université, de la nature de leur taille.
Mais je vais amener un bémol, puis c'est de dire qu'il n'y a rien qui remplace un passionné. Fait que, puis c'est vrai ça, Ouais. autant dans mes équipes que dans les équipes des grandes organisations que dans des petites équipes, on a des partenaires avec qui on a travaillé, ils ont des petites équipes, ils ont un petit peu de moyens, mais ils ont surtout des gens Passionné. hyper passionnés de qui on a vu, je dirais des fois, autant de collaboration que, puis sinon plus, que d'autres, des gens qui parce qu'ils ne sont pas capables de libérer la charge de travail, ils ne peuvent pas en faire plus. Mais quand on les embarque, puis ils nous donnent des idées merveilleuses, puis à quelque part, on en fait un bout de travail, ils en font un bout. Puis clairement, moi, quand je regarde l'output de l'ensemble des personnes dans nos comités techniques, il y en a qui ne doivent pas avoir beaucoup de vie à l'extérieur du bureau là, parce qu'on voit beaucoup d'output sortir de là, puis je vois beaucoup de temps qui doit se consommer ailleurs. Là. J'espère que les gestionnaires de budget t'ont pas entendu là-dedans, mais effectivement, hein, souvent la différence dans le domaine de l'informatique, pour utiliser ça, c'est d'abord et avant tout le facteur humain, c'est la passion des gens parce que du financement, c'est beau, Ouais. mais tu n'as pas les bonnes personnes pour utiliser ça ou même moins de financement. Ça peut faire une différence. Écoute, je pense que tu as fait un clin d'œil à ça, mais c'est sûr que je voulais profiter de ta présence pour en parler. Dans le contexte des 7 derniers mois qu'on a vécu avec la pandémie, avec toute je veux dire, le téléenseignement, là, c'est juste ça maintenant qu'on fait. Euh, Est-ce que la pression est plus grande sur les réseaux? Je te dirais, ça dépend lesquels. Oui et non. Je pense que d'un point de vue de la réseautique pure et dure, là, bande passante puis tout ça, la plupart des organismes étaient déjà bien positionnés. La plupart des organisations au Québec sont avec le risque. On a une infrastructure qui Ça, est robuste, performante. Le risque a fait un gros point d'assistance avec nous autres aussi, là, avec l'ensemble des membres pour s'assurer que de rendre disponible toute la capacité qu'il y avait aussi en spare là, au cas où. Ça l'a aidé, je pense, énormément l'ensemble du milieu. Là où la plupart du monde ont patiné, là, c'est que c'est le travail à distance. C'est l'enseignement à distance. On a leveragé, la plupart des organisations ont exploité le cloud, ont exploité donc leur bande passante. Ça n'a pas été tellement là l'enjeu. Euh, Là où on a eu beaucoup plus de travail, ça a été d'opérationnaliser à large échelle le travail à distance. Moi, je regarde, par exemple, mon VPN. J'avais des très bons VPN qui étaient bons pour 1200 personnes en temps concurrente, 1200 users concurrents, ce qu'on n'avait jamais frappé, même dans les pires tempêtes de neige. Là, on se tient plus autour de 6-7 000. Fait que, ça a été... qu'est-ce que vous faites? Ouais, on en a installé beaucoup. Ça a été ça nos premiers. Nous, on n'a plus de vie depuis le mois de mars de l'année passée. Chaque nouvelle affaire, c'est un nouveau service. Tu sais, virer en ligne, c'est complètement autre chose. Comment tu fais, t'enseignes la médecine en ligne, tous ces volets-là? Ben, les gens cherchent des applications, mais ces applications-là, il faut qu'on regarde. C'est quoi les notions de vie privée, de protection de vie privée, comment ça fonctionne, est-ce que c'est supporté en Inde où les directives ou les lois sur la protection de la vie privée Sont pas des les mêmes. étrangers ne sont pas les mêmes. Fait que tout ça a mobilisé beaucoup. Moi, mon board, voyons, le CA de l'organisation me pose des questions. J'ai des rapports à aller remettre. J'avais des touch points avec eux, là, mais là, ils m'ont posé des questions spécifiques sur le COVID, comment comment on couvrait quels étaient les risques qui avaient évolué, comment on a fait ça. Et par la collaboration, puis je vais ramener un petit peu le CANSOC. CANSOC est un des volets de collaboration. Il y en a un autre qui est le CUCHIO, interuniversitaire. Mais une des choses qui avait été mentionnée là-dedans, c'est qu'on a fait un sondage pour voir comment les pratiques avaient été faites. Fait que, tu sais, derrière ça, pour moi, l'étalonnage, la collaboration, c'est la clé aussi de dire, bon, ben, est-ce que j'en fais trop, j'en fais-tu pas assez? C'est aussi un outil de communication envers ta direction pour dire, regardez, là, on est dans le 2% qui n'a rien fait là-dessus, tandis que 92
du monde ont fait quelque chose par rapport à ça. Fait que, ça donne aussi des balises que moi, je trouve vraiment intéressantes là, pour le milieu. Mais les réseaux ont toffé. La sécurité, on a vu un switch aussi beaucoup là, d'attaques sur le phishing. Ouais. Un petit peu au niveau des réseaux. Donc, au niveau des réseaux, ce qu'on a vu, c'est davantage de tentatives d'intrusion si on gérait mal notre périmètre. Ça a été beaucoup les impacts du COVID. Là. Dans le début du COVID, là, il y a une université en Ontario qui s'est fait prendre en otage là, par du crypto locker qui avait été aussi. Puis dans nos analyses de menaces, une des choses qu'on avait vues, c'est que de l'information était à vendre par rapport à eux dans le dark web. Fait par des partenariats, on a été capable de fournir de l'information en disant, ben ça, c'est des comptes que c'est sûr que tu veux barrer, puis ça, c'est des adresses IP que tu veux barrer parce que le monde sont en train d'essayer d'acheter ça. Ça, c'est un autre exemple de ce que c'est CANSOC. Oui. Puis dans certains cas, c'est CANSOC, mais avec des partenariats, on est partenaire avec REN-ISAC aux États-Unis, qui est un gros regroupement d'institutions académiques américaines. On est en train de travailler des partenariats avec le Royaume-Uni, avec l'Australie aussi. On est dans les premiers, c'est tout le temps c'est de longue haleine, ces choses-là, mais l'objectif commun de tout le monde, c'est d'essayer de partager de l'information de menaces minimalement, là, au moins, là, qu'on puisse se protéger les uns les autres. Si je te ramène au Québec, Hugo, l'avenir du projet pour les organisations qui sont dans le domaine de l'éducation au Québec, ça ressemble à quoi? Ben là, on est en train de finaliser. En fait, l'avenir je dirais qu'il est pratiquement certain. Le CANSOC va continuer dans une forme ou dans une autre. La question, c'est quel service va se maintenir ou pas et dans quelle forme juridique ça va prendre plus tard. Là, on a un comité de direction de CANSOC qui s'en vient où on va commencer à parler de financement récurrent. Parce que là, initialement, c'était financé par X nombre d'universités qui voulaient voir s'il y avait un gain. Le dossier d'affaires, il est là. Après ça, c'est de dire c'est où est-ce qu'on va aller chercher le funding, qui devrait appuyer ça. Et avec ça, va venir un modèle financier aussi de comment ça fonctionne pour s'abonner, comment ça fonctionne pour faire partie de ça. Notre objectif, c'est pas de faire l'argent avec ça, c'est de faire vivre le service. Donc, on n'est pas encore rendu là. Présentement, on est en train de prendre encore des early adopters dans le service. Là, on lance le service Threat Feed. Donc, si tu veux recevoir nos menaces, consulter les menaces de façon structurée, on est en train de faire ça. On est en train de prendre des partenaires aussi qui prennent notre threat feed, donc dans nos listes de menaces, puis qui les intègrent dans des firewalls. Présentement, on passe beaucoup par les REN, donc le risque, l'équivalent du risque Orion en Ontario. Fait que ça, on est en train de travailler là-dessus. Moi, ce que je pense qui va arriver au Québec, c'est qu'on va prendre, si j'avais à faire une prédiction sur laquelle je ne veux pas être tenu responsable. On ne le citera pas. Je dirais que quelques organisations, on va probablement chercher une ou deux organisations du Québec pour rajouter au threat feed où on veut aller chercher des universités plus matures qui vont être capables de contribuer de façon proactive, là, un petit peu comme nous on le fait ou d'autres le font. Puis on va chercher des partenaires qui veulent intégrer les feeds dans leur outil de protection. Le risque en est probablement un avec risque sécurité. Ouais. On a commencé à en parler. On n'est pas prêt. Lancez-vous pas aux portes du risque encore. Là. Il faut qu'on regarde. Il y a des défis technologiques avec la technologie qu'on a, mais certains autres aussi dans le but de pouvoir supporter un écosystème qui voudrait s'intégrer. Puis, il y a un autre élément, c'est le ministère de l'Éducation aussi a son centre opérationnel de cyberdéfense avec lequel nous, on est en communication, puis de voir comment on va s'intégrer les uns les autres, ça c'est un. On va lancer en preuve de concept un service d'analyse de vulnérabilité aussi. Donc ça, on va chercher à grandeur du Canada. Initialement, on le part pour nos membres fondateurs. Question d'avoir du feedback puis
Eat Tester la Our Own machine. Dog Food, là. Oui, c'est ça. Tester la machine, puis après ça, on va probablement encore une fois chercher des early adopters pour nous faire des commentaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rentre un partenaire en preuve de concept, il y a un coût, là. Il y a un coût humain aussi qu'on demande, là, parce que ce qu'on veut, c'est des gens qui nous donnent du feedback, qui s'investissent, que quand ça ne marche pas chez eux, ils font le travail pour que ça puisse marcher, pour qu'on puisse finaliser le service pour qu'il puisse s'en aller en mode pilote et éventuellement en production. Fait que, tu sais, dans certains cas, il n'y a pas de presse, on ne veut pas exclure. Ce n'est pas parce que tu ne commences pas au début que tu n'auras pas accès au service. Mais tu sais, il faut le voir comme étant une offre de service modulable et évolutive qu'on est en train de monter au fur et à mesure, tant aussi longtemps qu'on n'a pas un funding ou un financement clair, établi, complètement subventionné. Puis pour l'instant, c'est correct, ça nous permet d'explorer. Il y a des technologies qu'on commence, il y en a qu'on abandonne, il y en a qu'on reporte à plus tard en se disant on n'a pas une valeur ajoutée. On a commencé notre outil d'analyse d'analyse des événements sur certaines plateformes. On teste d'autres plateformes aussi parce qu'on n'arrive pas à des décisions où en se disant ben c'est un no-brainer, on devrait continuer avec ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça se veut un peu comme de l'exploration. Là. Fait qu'il faut être riche de temps un petit peu. Je suis curieux, je reviens à ce que tu disais, toi. Là, vous êtes en recherche de early adapter pour le service en tout cas, un service que vous testez. Il ressemble à quoi ce early adapter-là? C'est quel type d'institution? Ben, comme je disais, ça dépend dans le threat intelligence, ça dépend où est-ce qu'on est rendu puis qu'est-ce qu'on cherche à tester. Fait que si je prends un exemple comme du threat intelligence, le partage de menaces, on cherche quelqu'un qui a déjà son propre mode d'échange de menaces traditionnel, qui est prêt à intégrer ces outils-là avec son outil d'analyse d'événements, son SIM, là, son outil d'analyse d'incidents, pour pouvoir enrichir notre banque de données. Et qui lui-même définit je dirais des scénarios de détection plus proactifs dans son environnement. Fait qu'on cherche quelqu'un qui a une base d'outils, qui est assez performant, qui a des ressources et qui est assez mature dans l'utilisation de cet outil-là. Quand on va faire de l'analyse de vulnérabilité, probablement, on va vouloir chercher deux types de early adopters. Un qui est mature, qui a déjà un outil externe puis qui veut le valider puis nous donner du feedback sur qu'est-ce qu'il ne retrouverait pas dans la solution qu'on offre versus ce qu'il a présentement. Et quelqu'un qui n'a rien, qui va dire aïe, merci. Non, mais oui, qui va nous dire hey, pour moi, c'est vraiment trop compliqué, je ne sais pas comment l'utiliser. Ouais, là, vous avez un problème. Ben oui, ouais, c'est ça. En fait, c'est probablement, on va développer d'autres types de rapports, d'autres types, OK, mais qu'est-ce que tu aurais besoin comme information? Comment tu voudrais te la faire présenter? Fait qu'on aurait peut-être qu'il va falloir qu'on développe un dashboard de base versus un exécutif versus un dashboard plus avancé. Puis, tu sais, dire, c'est dans ces discussions-là aussi où on va dire, seriez-vous intéressé à ce qu'on vous appelle pour vous dire, ou qu'on vous envoie un courriel pour vous dire, tu as une menace là, celle-là, nous, on pense qu'elle est vraiment critique. Okay. Tu sais, puis si on fait ça. De quelle barre vous l'envoyez, ce courriel-là? Oui, bon, ou, tu sais, dans certains cas, c'est nous qui va dire, regarde, on voit ça, là. Nous autres, là, on n'accepte pas ça. C'est pas, tu devrais pas, là, tu es juste en attente que quelqu'un te trouve. Mais la question qu'on va avoir, c'est, vas-tu faire quelque chose avec? T'sais, si tu ne fais pas quelque chose avec, on va moduler nos services différemment parce qu'on ne veut pas brûler des ressources, envoyer des alertes que personne ne va regarder. On amasse des alertes que personne ne regarde. Fait que, à partir de ce moment-là, je pense que c'est pour ça que, dépendamment où on est dans chacun des stades de développement de notre service, on cherche des idées de partenaires. Puis encore une fois, CANSOC, on le cherche à la grandeur du Canada, mais nous, on essaie tout le temps d'en trouver une coupe au Québec là, pour être sûr qu'on ait une belle représentativité. Bien, quelqu'un qui serait intéressé pour son institution à suivre de près le dossier de CANSOC, où il peut trouver de l'information à part de t'envoyer un courriel? Là? On a le site cansoc.ca.
qui est disponible. Il y a aussi, c'est là, souvent, on va publier des webinaires, on va publier on publie les webinaires qui sont encore là aussi. Là. Vous pouvez aller voir rétrospectivement tout ce que je vous ai parlé en façon technique avec des belles slides et des animations. Mais c'est par là qu'on va obtenir l'information. Il y a on a une directrice du CANSOC qui est basée en fait, elle est basée dans l'Ouest, mais elle travaille pour l'Université de Toronto, puis elle est en partenariat avec McGill. Là. Fait qu'on est vraiment c'était déjà au moins CANSOC, c'était déjà quelque chose qui travaillait beaucoup à distance. Fait que ça, au moins le COVID nous a pas trop touchés. Là. Hugo Dominguez, directeur sécurité et infrastructure à l'Université McGill, merci d'avoir pris le temps de nous parler de CANSOC, puis bonne suite de son évolution. Parfait, bien, merci beaucoup. Salut.